Ardavan Amir Aslani, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes spécialiste de la géopolitique au Moyen-Orient et particulièrement de l'Iran. D'ailleurs, vous venez de publier Iran, le sens de l'histoire. Alors, dans une première interview, nous avons évoqué les aspects économiques. Je voudrais qu'on évoque aujourd'hui le rôle stratégique et géostratégique de l'Iran. Mais peut-être pour que nos vidéospectateurs comprennent bien, il faudrait dire quelques mots sur la place culturelle et religieuse de l'Iran aujourd'hui dans le monde musulman. Je dirais que l'Iran, dans son ensemble, son importance dépasse les frontières du pays qu'est l'Iran aujourd'hui. L'Iran est une civilisation. Le Nouvel An iranien, par exemple, est une fête qui est partagée par tous les pays de la région qui sont les voisins de l'Iran ou pas d'ailleurs. De l'Azerbaïdjan en passant par le Bahreïn, du Pakistan en passant par l'Irak. La pensée persane est présente dans tous les pays qui entourent l'Iran. Les grands penseurs iraniens, parce qu'ils écrivent dans la langue persane, sont unanimement présents et salués dans tous les pays qui entourent l'Iran. Vous avez également la langue persane, qui est la langue non seulement des Iraniens, mais la langue des Kurdes, la langue des Afghans, la langue des Tadjiks, la religion chiite, qui est la religion des Iraniens, qui est la religion de 250 millions d'autres personnes dans la région, du Pakistan passant par l'Irak. Dont la majorité de l'Irak. Dans la majorité de l'Irak, 67% des Irakiens sont chiites. Donc quand on parle de l'Iran, on parle d'une histoire, d'une culture, d'une civilisation qui n'est pas propre au pays qu'est l'Iran, mais qui est propre à la civilisation persane, qui englobe une vingtaine de pays dans son ensemble. Et qu'il faut bien distinguer du monde arabe, comme on a parfois tort de le faire. Vous le savez, les Iraniens parlent une langue indo-européenne. Si on devait suivre le classement de Georges Dumézil, je dirais que les Iraniens sont une population indo-européenne, alors que les Arabes représentent une population sémite. Alors, si je vous ai bien lu, l'Iran a un rôle de premier plan à jouer dans les nouveaux équilibres régionaux en construction, et vous parlez même du retour de l'Iran comme un grand facteur et un facteur décisif de stabilité dans la région, stabilité dont la région a bien besoin en vérité. Alors, j'aimerais qu'on analyse cette situation par cercle. Prenons d'abord le cercle de proximité. Quelle est la position de l'Iran dans les conflits régionaux, dans toute cette région où il y a Daesh, la Syrie, l'Irak? L'Iran représente aujourd'hui le seul rempart contre l'islamo-fascisme incarné par Daesh et la pensée wahhabite. Si vous regardez la cartographie du Moyen-Orient, vous voyez que s'il n'y avait pas la présence iranienne, Bagdad serait tombé entre les mains de l'État islamique. Damas serait tombé entre les mains de l'État islamique, qui serait déjà présent à Beyrouth ou à Sanaa au Yémen. L'Iran est la garantie de l'opposition contre la pensée wahhabite qui menace nos civilisations occidentales et également la paix et la sérénité dans tout le Moyen-Orient. Donc l'Iran est l'allié naturel de l'Occident en la matière. C'est ce qui explique l'aide qu'apporte l'Iran au régime d'Assad en Syrie? Les Iraniens ont un intérêt personnel existentiel à empêcher qu'Assad tombe. Si Assad devait tomber, la communauté chiite alaouite serait rasée, massacrée. Il en va de même. Donc c'est Assad contre Daesh. C'est Assad contre Daesh. Je dirais même Assad qui incarne la laïcité, Assad qui incarne, si vous voulez, une certaine forme de tolérance, une certaine attitude pluriconfessionnelle face à l'attitude monoconfessionnelle intolérante de Daesh marquée par le wahhabisme saoudien. Donc Assad incarne quand même, dictateur qu'il est, une certaine attitude de tolérance face à la diversité religieuse et ethnique. Alors j'aimerais qu'on examine de façon synthétique, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails dans le cadre de cette interview, les relations de l'Iran dans la région avec ses voisins, le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite, et puis évoquons aussi les relations avec Israël. La Turquie n'existe plus. Je me souviens encore, il y a quelques années, l'ancien Premier ministre turc Ahmet Davutoglu disait « La Turquie veut zéro problème avec ses voisins ». Aujourd'hui, la Turquie n'a pas un seul voisin avec lequel ce pays n'a pas de problème. La Turquie est fâchée contre sa minorité alaouite qui représente un quart du pays, avec ceux qui incarnent la pensée laïque d'Atatürk, l'armée et les séculiers, avec les salafistes de Fethullah Gülen qui a été accusé d'être derrière le coup d'État qui dernièrement a secoué la Turquie, contre les Kurdes, 17 millions en Turquie, qui, si vous allez à Diyarbakir en Turquie, vous verrez que ça n'a rien envié à Alep. Avec la Grèce, l'Union européenne, avec l'Iran, avec Israël, la Turquie est fâchée avec tout le monde. La Turquie n'existe plus comme donne politique majeure. Est-ce que vous ne voulez pas dire par là qu'il y a un risque de rivalité en quelque sorte avec le retour de l'Iran, de rivalité entre la Turquie
et l'Iran, 2 pays de 80 millions d'habitants. Comme je pense que la Turquie ne représente plus rien comme puissance géopolitique dans la région, je ne pense pas que la Turquie soit de nature à rivaliser avec l'Iran. La Turquie a déjà ses propres problèmes en interne à régler avant de pouvoir demain considérer être le rival iranien. L'Arabie Saoudite, pour sa part, avec un prince héritier, un deuxième prince héritier qui incarne tous les pouvoirs, président de l'Aramco, la société pétrolière saoudienne, président du Conseil de développement économique, président du directeur des affaires particulières de son père le roi, ministre de la Défense, qui est en train d'amener l'Arabie Saoudite vers le chaos. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite ne représente rien. Ils avaient inventé même une thèse qui consiste à dire tempête décisive pour leur attaque contre le Yémen. Ça fait 2 ans qu'ils sont engagés dans cette attaque qui n'a eu de décisive que dans l'assassinat de la population civile. Le Pakistan, en revanche, c'est un enjeu majeur international. Presque 300 millions d'habitants, un pays qui est aux abois, avec des problèmes d'accès à l'eau majeurs, avec un problème d'islamisme qui est la conséquence, en fait, du déploiement de la diplomatie du portefeuille saoudienne dans la région. Mal, le Pakistan va pas très bien. Et si le Pakistan n'arrive pas à apporter une autre façon de vivre à sa population, et si le Pakistan n'arrive pas à amener la modération dans la version islamique que les Saoudiens ont propagée dans le pays, le Pakistan risque d'exploser. Et avec l'explosion du Pakistan, tout le Moyen-Orient et l'Asie du Sud va être emporté. Mais alors, vous évoquez les relations avec le Pakistan, qu'on oublie souvent d'avancer dans l'environnement géopolitique de l'Iran. Mais le gros problème, c'est la péninsule arabique et notamment l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est une bombe à retardement. C'est un pays qui, aujourd'hui, de plus en plus, est mal parce qu'il est incapable de maintenir la paix domestique à cause des baisses des prix du pétrole, incapable aujourd'hui de propager sa pensée wahhabite à l'étranger comme elle le faisait naguère avec justement le peu de moyens financiers dont ce pays dispose aujourd'hui. Un pays qui aujourd'hui est fixé par les États-Unis comme étant un des grands pourvoyeurs de terrorisme. Un pays qui aujourd'hui fournit l'ossature idéologique et financière de Daesh. Un pays qui aujourd'hui fait l'objet de poursuites judiciaires aux États-Unis par les victimes du 11 septembre. Donc aujourd'hui, l'Arabie saoudite, en fait, est confrontée à sa propre réalité, c'est-à-dire un pays qui n'est pas à sa juste place dans le concert des nations. Alors, puisque vous évoquez l'Arabie saoudite, je voulais justement passer à la relation de l'Iran avec les grandes puissances mondiales. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un basculement géostratégique des États-Unis, de la péninsule arabique, vers l'Iran? Les Américains ont compris, et le Congrès qui a dernièrement voté, en fait, le droit pour les victimes du 11 septembre de poursuivre l'Arabie saoudite, ont compris que le conflit de civilisation qui oppose le monde occidental avec l'islam n'est pas avec l'islam dans son ensemble, mais c'est avec une version réductrice de l'islam, celle incarnée par le wahhabisme saoudien. D'où la tendance naturelle des Américains à regarder vers l'Iran comme étant le penchant naturel de l'opposition face à la croissance de cette pensée. C'est normal. Et les Américains ont vu en les Iraniens un atout et un allié potentiel. Mais se rapprocher des Américains, est-ce que ça ne signifie pas aussi se rapprocher d'Israël, qui était un allié historique à l'époque du Shah? Bien sûr, Israël, à l'époque impériale, avait des relations très proches avec le Shah. Aujourd'hui, pour des raisons qui sont propres à la pensée incarnée par Netanyahou aujourd'hui en Israël et à la pensée incarnée constitutionnellement par l'Iran, un rapprochement peut s'avérer difficile. Mais il n'en est pas moins que quand on regarde bien dans la région, on ne peut constater qu'une seule chose, que l'ennemi de mon ennemi est mon ami naturel. Israël aujourd'hui fait l'objet d'agressivité de la part de ces mêmes terroristes qui ciblent l'Iran. Donc les Iraniens et les Israéliens ont aujourd'hui un ennemi en commun. C'est peut-être là la base d'un rapprochement futur. Alors très rapidement, pour terminer, les relations avec les deux dernières puissances que nous n'avons pas évoquées, la Russie. La Russie est le voisin de l'Iran depuis des millénaires. La Russie, d'une manière ou d'une autre, a toujours été frontalière avec l'Iran. La Russie et l'Iran partagent un rôle prééminent à l'échelle internationale dans le domaine gazier. Ils sauront toujours s'entendre, comme ils l'ont toujours fait par le passé. La Russie et l'Iran sont d'ailleurs en communauté d'intérêt dans le combat contre l'islamo-fascisme incarné par le wahhabisme saoudien en Syrie et ailleurs. Le problème de fond n'est pas avec la Russie, c'est avec la Chine, qui, avec le déploiement de sa stratégie de la route de la soie, essaye, à l'instar de ce que ce pays fait dans la mer de Chine méridionale, d'asseoir sa souveraineté, sa domination, qui risque d'être en conflit avec la position de la Russie et la position de l'Iran. Bien, merci. Merci pour cette photographie des relations géostratégiques de l'Iran dans la région et dans le monde. Ardavan Amirasani, merci encore. Merci, monsieur.